Nous allons échanger sur le fait de repenser la détection de la chute pour les utilisateurs, les aidants et les téléassisteurs. Avec, vous verrez, quelqu'un qui connaît bien le sujet, Thierry Burbeau, qui est le directeur commercial et marketing de Telecom Design sur la gamme Bien vieillir et santé. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, parce que je pense que c'est intéressant. C'était un des précurseurs quand même sur la détection de la chute. Et après, on va enchaîner sur comment on repense ce sujet. Oui, avec plaisir. Je suis à la base le détenteur du premier brevet sur la détection automatique de chute. Donc, je travaille effectivement sur le sujet de la détection automatique de chute depuis de nombreuses années maintenant. Et j'ai intégré Telecom Design en 2008 avec mon brevet et mon petit package de connaissances. Et depuis 2008, j'œuvre au sein de Telecom Design pour imposer la détection automatique de chute partout en Europe à ce stade. Et effectivement, nous arrivons à un stade où on peut dire qu'on a été les précurseurs et qu'on est l'acteur référent sur la détection automatique de chute avec un produit donc, qui est le VBOC, qui est un bracelet ou un médaillon pardon, de détection automatique de chute. Et nous avons plus d'1 million de personnes aujourd'hui qui sont équipées avec ce produit-là en Europe, auprès de tous les acteurs, qu'ils soient téléassisteurs ou industriels. Et on peut considérer qu'il y a un peu plus d'1,5 million de personnes qui bénéficient de la détection automatique de chute à travers d'autres produits que nous commercialisons, qui ne sont pas uniquement le VBO, mais également des montres qui sont des produits beaucoup moins stigmatisants. Nous vendons à peu près 200 000 produits par an et nous avons 14 ans d'expérience sur la chute maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à la chute et on veuille déposer un brevet sur la détection de la chute? C'est quand même un peu spécifique, hein. Certains ont d'autres passions, c'est ça que je veux dire. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ça? Alors oui, c'est un vœu de patience, surtout à l'époque où je l'ai fait, parce que la chute était encore dans les cartons pour beaucoup de monde. C'est une expérience personnelle, en fait, où, comme beaucoup de gens, je m'occupais de mes grands-parents. J'ai retrouvé mon grand-père un jour allongé par terre, dans un établissement de santé d'ailleurs à l'époque, et j'ai été le premier à arriver sur les lieux. Personne ne s'était rendu compte qu'effectivement il était tombé et qu'il avait eu des dommages physiques. Et le lien fort que j'avais avec lui m'a engagé spontanément à regarder ce qui pouvait exister pour pallier à ce type de problématique. J'ai rien trouvé à l'époque sur le marché et j'ai commencé à travailler et ensuite à créer mon entreprise pour développer des systèmes qui pouvaient rendre service aux gens, sauver des gens quand la chute arrivait et prévenir, que ce soit des aidants professionnels ou familiaux, que la personne était tombée pour justement pallier à ce problème qui est quand même un problème de santé publique, parce qu'on sait qu'une personne qui est tombée, plus longtemps elle va rester au sol, il va y avoir des dommages qui vont être psychologiques et physiques, qui vont faire que soit la personne ne pourra pas retourner chez elle, et ce qui a des conséquences quand même assez dramatiques sur la vie même de la personne, et qui entraîne souvent des décès. Alors, comme on est un expert de la détection de la chute, en 2023, on en est où? Parce qu'on entend tout et son contraire sur la détection de la chute. Ça marche pas, ça marche bien, etc. Ta vision, on en est où? Alors, les technos aujourd'hui se sont développés, hein, et on voit de la concurrence qui arrive, et c'est bien parce que ça veut dire que les gens prennent conscience clairement que la chute est un vrai problème de santé publique. On a des technos qui sont aboutis globalement, qui vont venir soit par des produits qui vont multiplier les capteurs au sein d'un domicile ou au sein d'une EHPAD, avec des produits portés. Donc, ces technologies arrivent à maturité. On sait qu'on ne pourra pas détecter 100% de la chute. Toutes les chutes ne sont pas détectables, quelles que soient les technologies. Et à ça, il faut ajouter des contraintes en termes de modèle économique, des contraintes en termes d'acceptabilité des produits. Donc, bien qu'on ait une technologie mature, les contraintes externes font que on sait que 100% des chutes ne seront pas détectables. Et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur 100% de détection de la chute. Il y a des axes qui vont beaucoup plus loin et qui vont être axés sur la prévention. Et nous, c'est un des axes de développement que l'on a pris à aujourd'hui. Détecter de manière curative une chute, c'est bien, mais quand on peut anticiper le risque et la prévenir, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on sait que ce sont des solutions qui ont des limites en termes de modèle économique, en termes d'acceptabilité des produits. Et donc, pour ça, il faut travailler sur des axes qui vont faire en sorte de résoudre ces problèmes-là
pour qu'à la fois la technologie soit efficiente sur des produits qui sont portés par nos utilisateurs, nos aînés, les faire porter de plus en plus jeunes pour axer sur la prévention, et ça c'est un des axes très importants. Et c'est ça qui fera la réussite. C'est pas la chute, la détection de chute en tant que telle, mais c'est vraiment un facteur. C'est quand même une espèce de puzzle où il y a plusieurs pièces qui doivent s'assembler. Et c'est la conjonction de l'ensemble de ces événements qui fera qu'effectivement, on pourra diminuer le nombre de chutes. Évidemment, mieux les détecter puisque la technologie évolue en permanence. Mais c'est vraiment la conjonction et la coordination de ces éléments-là qui fera que ce sera une vraie réussite dans l'avenir. Monsieur, votre pari à vous, c'est d'avoir mis un détecteur de chute sur ce que je vais appeler une montre, mais tu vas me corriger, mais sur un élément porté sur la personne. Oui, Euh, on, Pourquoi ce choix en question? Parce que certains vont dire on va mettre des radars, par exemple. complètement. Alors, nous, on a fait le choix de l'élément porté parce que la chute, elle peut intervenir à la maison, elle peut intervenir dehors, elle peut intervenir également dans un milieu qui est malheureusement où on a très fréquemment des chutes, donc c'est la salle de bain. Et l'objet porté est l'objet qui va permettre de suivre la personne comme un compagnon dans toutes les étapes de sa vie. Quand on met un radar ou des capteurs dans la maison, c'est un coût en termes d'investissement, en termes d'installation de maintenance, mais par contre, on va protéger un milieu fermé. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à diminuer l'entrée d'âge alors en abonnement de téléassistance, mais également, je dirais, dans la relation aidant-aidé, famille et aidant professionnel. Et donc, on est parti sur l'objet porté qui se matérialise par un bracelet, un médaillon ou très clairement une montre, une vraie montre, donc qui n'est pas du tout stigmatisante et qu'on peut porter assez jeune. Et l'objet porté permet de suivre la personne vraiment dans toutes ses étapes de la vie. Qu'est-ce qui fait que vous en ayez vendu autant en Espagne? Parce que ça c'est impressionnant. Alors, effectivement, l'Espagne est la parfaite illustration de la stratégie que nous mettons en place à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vocation à être un véhicule technologique. Aujourd'hui, Télécom Design n'a absolument pas vocation à être un centre d'appel ou autre. Par contre, on est un véhicule technologique qui est là pour se baser à la fois sur l'utilisateur, sur l'aidant et sur le téléassisteur, ou en tout cas les gens qui vont être capables d'intervenir. En Espagne, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va protéger l'intérieur, mais on va aussi protéger l'extérieur. Donc, on a mis en place une vraie montre qui permet donc de suivre la personne à son domicile, mais également de la suivre dans ses activités quotidiennes. Donc, nous sommes face à des gens qui vont à la danse, enfin vraiment des gens qui sortent, sachant qu'on a une moyenne d'âge qui est à peu près de 75 ans. Première chose, acceptabilité du produit, donc déstigmatisant. Deuxième chose, on est passé sur une partie véhicule technologique pour des services. C'est-à-dire que la personne n'utilise plus son outil ou son bracelet ou son transmetteur uniquement en cas d'urgence. On a des liens quotidiens en fait de la personne avec les objets par le biais de services qui sont véhiculés donc par le transmetteur. Et donc, ça va être des services de conciergerie, des services de serious gaming, des services de lien social, clairement, que ce soit l'envoi de photos, l'envoi de messages, vraiment des interactions quotidiennes, écouter la radio FM, consulter la météo, avoir des petits quiz. Tout ça fait que, à la fois, quand on allie un design qui s'intègre bien dans le domicile, qu'on associe à ça des services qui sortent du simple service de sécurité, mais qui font que la personne va utiliser son système pour autre chose, avoir un lien quotidien avec ses aidants et le téléassisteur, on a une gamme d'objets qui finalement permet de baisser la moyenne d'âge, donc 75 ans, des produits qui sont portés. Grosse innovation, c'est qu'on est quand même sur des produits qui sont la plupart du temps achetés par l'utilisateur lui-même et non pas comme dans la téléassistance où ce sont des produits qui sont imposés plutôt par des prescripteurs qui vont être la famille, qui ont peur pour la personne. Et ces produits-là sont capables aussi d'être standalone, c'est-à-dire je prends ma montre, j'ai mon téléphone mobile, je pars, je sais que je suis protégé. Si j'ai oublié mon téléphone, ma montre est autonome, donc elle sait envoyer des alarmes avec des points de géolocalisation. Donc on n'est plus un objet, je dirais, qui va traiter la dépendance, mais on est un objet de sécurité. Et donc, des gens plus jeunes prennent ce produit-là pour de la sécurité et on va les accompagner, en fait, clairement, dans toutes les étapes de leur vie, en adaptant les services, que ce soit le coaching d'activité, la prévention, ce genre de choses, pour les amener le plus loin possible au domicile, en bonne santé et en toute sécurité. Une personne qui se sent en sécurité vivra beaucoup mieux chez elle
qu'une personne qui va être fragilisée psychologiquement par la peur, que ce soit de tomber, la peur de l'agression ou autre. Donc on a vraiment ces axes de développement, c'est déstigmatiser, promouvoir du service au travers de nos solutions, développer des usages qui aujourd'hui ne sont pas des usages que l'on voit fréquemment en France, avec un modèle économique qui correspond, puisqu'on est sur un produit porté et soit une application mobile ou un transmetteur, mais en tout cas pas un équipement qui est lourd à financer et à mettre en place, et avec un réel contenu de service qui permet vraiment d'amener des choses. Donc, On a, oui, si je te suis, en fait, vous êtes parti de la détection de la chute sur on va dire sur une montre, hmm, un objet porté, et vous allez vers une offre plus globale de services. ouais, complètement, complètement. Est-ce que c'est ce que, pour que je comprenne bien, est-ce que c'est ce que vous appelez VB Home? Est-ce que ou est-ce que VB Home est un élément de cette offre globale? Ben, Vibiome, en fait, c'est un véhicule technologique, effectivement, pour embarquer tout ce panel de services et qui illustre parfaitement notre technologie. Donc, Vibiome, aujourd'hui, est composé d'un Vibioc et du transmetteur, également donc de la montre. Et demain, comme nous avons fait en Espagne, on va introduire un ou deux capteurs de santé qui va permettre aux gens de prendre soin d'eux, hein, tout simplement. Donc, ça va être des capteurs de rythme cardiaque, de température corporelle et autres. Donc, on a vraiment la volonté de sortir du domicile, d'être présent au domicile, mais également d'en sortir, de baisser cette moyenne d'âge. Et notre objectif, c'est de dire on prend les gens à la retraite et on les emmène le plus loin possible au domicile en toute sécurité. Donc, Vibiome est un des éléments sur une tranche d'âge de seniors qui vont être des seniors dépendants et prédépendants. D'autres produits et d'autres solutions vont arriver par la suite. Mais Vibiome, oui, typiquement, c'est le transmetteur nouvelle génération qui développe un lien entre les aidants, le téléassisteur et l'abonné. Je crois beaucoup, moi, à ce triptyque, en fait, et je pense que ça va être le triptyque gagnant. Nous permet de véhiculer des services par le biais de son écran tactile, parce qu'on a un transmetteur avec un écran tactile. Donc Vibiome, oui, illustre parfaitement cette stratégie, notre vision. Les services, qu'on comprenne bien pour ceux qui ne connaissent pas forcément le secteur, ou en dehors du champ très précis de téléassistance, les services, c'est pas vous qui allez les fournir. En fait, c'est l'ensemble de vos solutions vont être fournies à des téléassisteurs, par exemple, et c'est téléassisteurs qui vont utiliser vos technologies pour offrir des services. Exactement. En fait, nous, on se base sur on va dire, une téléassistance à 360 degrés qui va intégrer la sécurité, le bien-être, la santé et l'environnement. Mm. Et dans ce panel de services-là, ce sont effectivement les téléassisteurs qui vont opérer les services. Nous, on a quand même à charge, et en tout cas, notre objectif, c'est de trouver des partenaires qui vont pouvoir faire ces services pour les téléassisteurs. Donc, on doit être aussi force de proposition. On n'est pas que fabricant de matériel. D'accord. Vous arriverez avec un produit un peu clé en main, incluant une base de service. Exactement. Et par contre, après, derrière, le téléassisteur, comme souvent, on sait qu'on a affaire à des banco-assureurs, en tout cas pour les plus gros, ont en interne un panel de services qu'ils peuvent proposer au travers de notre solution. Et donc, chaque téléassisteur va proposer ses propres services et nous, on va être force de proposition pour enrichir l'offre, tout en restant conscient qu'on va s'adresser à des seniors. Donc, il faut que les offres soient évidemment adaptées à leurs besoins et avec une ergonomie qui soit adaptée. Mais vraiment, je pense que développer l'usage en passant par l'acceptabilité des produits et le fait que les seniors ont envie de porter nos produits et les utilisent d'une autre manière que pour la sécurité uniquement, c'est vraiment un des facteurs du succès. Qu'est-ce qui te fait croire que... ah non, non, dans ta vision, enfin, dans votre approche, qu'est-ce qui va rajeunir la cible? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les seniors soient plutôt en prévention? Alors, on a tout un programme de prévention de la chute qui passe par la gestion d'activité. Aujourd'hui, si on prend le pack Vibiome, typiquement, on a des notions d'activité qui sont intégrées dedans, avec la distance parcourue, le nombre de pas, le nombre d'étages montés, les objectifs quotidiens d'activité que la personne peut se donner elle-même ou que un aidant peut lui donner. Donc, on va développer des challenges autour de ça, donc pour dynamiser, je dirais, les gens. Ça va nous permettre de repérer des changements dans les signaux de vie de la personne et dans son chemin de vie. Donc, des signaux qui vont permettre d'alerter en disant il faut redynamiser la personne, il faut qu'elle ressorte, il faut qu'elle continue à bouger.
Et ça va être adapté en fonction de l'âge. C'est-à-dire que les objectifs d'activité, la redynamisation de la personne et le coaching d'activité ne sera pas le même pour quelqu'un qui a 60, 65 ans, enfin 65 ans on va dire et plus, que quelqu'un qui a 80 et quelques années. Le lien social avec les aidants. Et clairement, je pense sincèrement que cette utilisation adaptée aux seniors avec vraiment des produits qui sont des produits qui ressemblent à des produits du marché, c'est-à-dire vraiment une montre, je dirais pas un objet de mode, mais pas loin, feront que les gens auront envie de porter nos produits parce qu'ils se sentiront protégés. Et en Espagne, comme je le disais tout à l'heure, 75 ans de moyenne d'âge, on est déjà à 10 ans de moins que l'âge moyen d'entrée en téléassistance aujourd'hui en France, qui est aux alentours des 83 ans et demi, 84 ans. Donc on voit qu'on a quand même réussi à passer un cap en Espagne. Je pense qu'on peut le passer, et j'en suis convaincu qu'on peut le passer en France et dans les autres pays européens, ce qui prouve qu'on est sur les bons drivers en termes de vision. Et ensuite, on va sortir des produits et des solutions qui effectivement nous permettront de baisser encore. Mais je pense que vraiment le cap, c'est de dire j'ai envie de porter ces produits-là et que la communication a vraiment tout son sens et les terminologies qui sont employées. Est-ce que demain, la téléassistance s'appellera toujours téléassistance ou portera un nom, on est passé de l'alarme sociale à l'époque à la téléassistance. Peut-être qu'il est temps d'employer d'autres termes aujourd'hui. Et on voit qu'on a des campagnes publicitaires en vidéo qui commencent vraiment à déstigmatiser, à montrer des seniors qui sont des seniors dynamiques. Et je pense que c'est un tout, en fait. C'est les solutions, les services et le contenu qui va y être amené, et la communication, évidemment, qui doit faire son œuvre. Euh, En t'écoutant, on comprend qu'il y a une sorte de, qu'on va plus aller en prévention, en fait. Moi, est-ce que, avec ta vision pionnier sur la détection de la chute, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à l'heure actuelle, est-ce qu'on sait faire la prévention de la chute? Est-ce qu'on détecte enfin, voilà, est-ce qu'on sait faire la détection de la chute? Certains me parlent de prévention de la chute. Est-ce Mm. que, à ton avis, on sait faire et si oui, comment on le fait ça? Alors, nous, de manière très factuelle, avec le retour d'expérience qu'on a effectivement sur la détection automatique de chute, nous, aujourd'hui, on va traiter ça on va dire de deux manières. Il y a l'étude de l'activité de la personne. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec nos produits, on arrive à avoir une analyse assez fine de l'activité qui peut remplacer, à mon sens, l'ensemble des capteurs qu'on peut mettre dans la maison. On a également développé des algorithmes qui sont notre propriété sur l'analyse, de la marche, de la vitesse de pas, la cadence de pas, le temps de transfert entre différentes positions. Donc ça, on a travaillé évidemment avec le domaine médical. Et l'association et la corrélation en fait de ces éléments nous permet de dire qu'aujourd'hui, oui, on sait faire de la prévention. On ne sait pas dire évidemment, vous allez tomber dans 30 secondes. Ça, clairement, on n'est pas dans ce schéma-là. Par contre, on sait dire, oui, le risque de chute augmente chez une personne. Donc, il y a des mesures à prendre en compte qui vont passer par du Par coaching exemple, collectif. on devient moins mobile, on marche plus doucement, de manière plus Ouais, saccadée. ça va être une baisse globale d'activité, un balancier du corps qui change, une cadence de pas qui devient de moins en moins régulière, une vitesse de pas qui peut induire aussi des signes. Typiquement, il y a des études qui montrent que quand on marche moins vite et quand on a une vitesse de déplacement moins rapide, eh bien, ça peut être un problème de nutrition, ça peut être des pathologies diverses et variées, des temps de transfert entre différentes positions. Combien de temps je mets le matin pour prendre mon rythme de vie quotidien. Donc tout ça, en fait, c'est de l'algorithmie, c'est purement et simplement transparent pour le porteur. C'est vraiment de l'algorithmie derrière. Et sans être trop technique, c'est des choses que l'on va mettre à disposition à la fois des aidants, à la fois des téléassisteurs, pour pouvoir dire, ben oui, on voit effectivement des scores qui se dégradent, une activité qui baisse. Donc, ben, il est peut-être temps de faire quelque chose, que ce soit en termes d'aménagement du domicile, avoir un coaching adapté, et derrière, ben, faire ce que font aujourd'hui les gens avec un ergothérapeute, avec un kiné ou autre. Mais c'est d'actionner en fait tous ces mécanismes en amont pour retarder au maximum l'arrivée de la première chute, qui a souvent des conséquences dramatiques. Donc, on traite la chute de manière curative et la prévention, pour répondre clairement à ta question, oui, aujourd'hui, on sait faire.
On parlait de repenser la détection de la chute. Bon, pour les usagers, on a compris. Pour les téléassisteurs, je pense aussi. Pour les aidants, en fait. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ta vision de détection de la chute, même prévention de la chute de l'aider par rapport à l'aidant? Alors, globalement, enfin, moi, dans ma tête, il y a deux catégories. Il y a les aidants à caractère professionnel et les aidants plutôt familiaux. Aujourd'hui, on sait que il y a à peu près 30% des abonnements qui sont pris suite à une chute. Donc, mais la chute est déjà arrivée. Donc, les gens prennent en fait une téléassistance et sont prescripteurs pour un besoin clairement de sécurité parce qu'ils ont peur pour leurs aînés. On a un marché qui stagne aujourd'hui aux alentours des 650 000, 700 000, suivant avec qui on discute, mais on voit qu'on est à peu près là en termes d'abonnés. On voit qu'on est un marché qui est quand même à population équivalente plus bas que dans les autres pays européens, donc il n'y a aucune raison que ça en reste là. Et on doit passer, à mon sens, à plus d'1 million de connectés à 5 ans. Enfin, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas alors que les autres pays y arrivent. Et l'aidant a pour moi, autant il a un rôle important dans la prescription, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt quand même pour la protection des aînés. Et je pense que le lien social aidant-aidé va permettre pour les aidants, un, d'être rassurés, deux, de voir que les systèmes sont utilisés, c'est-à-dire que les produits sont portés, ce qui n'est pas toujours le cas à aujourd'hui, de pouvoir avoir une communication à distance dans le lien social. Et effectivement, quand la chute arrive, il est clair qu'il faut que les dents soient aussi prévenues, un, pour avoir l'efficience du système, et également pour avoir toute la chaîne et être assuré quand l'intervention est faite. Mais pour moi, le rôle des dents va être beaucoup plus important dans la partie prévention et acceptabilité. C'est pour ça qu'il faut les embarquer avec nous dans cette solution-là. Une fois que la chute est arrivée, c'est, je dirais, presque une affaire de professionnel. C'est-à-dire qu'aller relever quelqu'un, suivant les cas, c'est quand même une affaire de professionnel. C'est pas évident. On va t'appeler pour dire ton papa ou ta maman est tombé, va la relever. C'est un peu compliqué. On n'est pas toujours disponible non plus, surtout aujourd'hui où les familles sont quand même, en termes géographiques, assez éloignées. Donc pour moi, c'est vraiment embarquer les aidants également et les impliquer plus sur le choix des solutions, sur l'entrée en âge plus jeune et sur la partie lien social en amont de la chute. Sur la partie détection de chute, une fois que malheureusement le cas est avéré, là on est plus sur une action de professionnel en fait. Si on suit ta logique, les seniors peuvent s'équiper de tes solutions, vos solutions plus tôt, sans interaction avec les dents au début. Alors effectivement, quand on rajoute, Et les dents va arriver progressivement au milieu de l'usage, non? oui, Ou et pas? dedans on va lui dire, ben, installe l'application mobile, on pourra se parler, tu pourras m'envoyer des photos qui arriveront sur mes objets connectés. Tu pourras m'envoyer des messages, tu verras mon activité, tu verras l'environnement également qu'il y a dans la maison, c'est-à-dire la température et autres, parce que les dents peuvent être aussi averties en disant il fait trop chaud, il fait trop froid. Mais par contre, c'est un rôle qui répond plus au code des objets connectés que nous avons aujourd'hui et qui, je pense, fera que les aidants seront embarqués effectivement pour certains en amont quand les gens vont être beaucoup plus jeunes. Mais par contre, les gens auront plaisir à embarquer les aidants là-dedans parce qu'on sera vraiment dans un monde qui répond au code des objets connectés, mais pour les seniors. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à refaire une Apple Watch, une Samsung Galaxy ou autre. On est vraiment sur un public senior avec des choses adaptées. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter? Ben, le point que je voulais rajouter, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un très gros travail pour repenser je dirais la détection de chute, mais la téléassistance en fait dans son ensemble. Et je pense que c'est une tâche qui incombe un petit peu à tous les acteurs, hein, que ce soit les prestataires comme les téléassisteurs, les associations, pour que vraiment on passe ce cap. On sait qu'aujourd'hui, il y a une importante part de financement national sur la téléassistance, qui aujourd'hui en fait un marché sponsorisé. Alors évidemment, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Espagne ou autre. Mais par contre, je pense qu'il faut avoir vraiment conscience que la téléassistance, avec ces objets dont on parle, c'est-à-dire des objets plus modernes, des objets connectés qui amènent vraiment du service et autres, doivent nous permettre d'augmenter le nombre d'abonnés et faire prendre conscience aussi aux instances publiques que
c'est un investissement en fait. C'est pas de l'argent à fond perdu, c'est vraiment un investissement avec des gens qui sont impliqués, hein, clairement, parce que même au niveau des téléassisteurs, c'est des gens qui ont la vocation, comme nous, hein, d'ailleurs, de maintenir nos aînés le plus longtemps possible au domicile. Mais c'est vraiment un investissement pour les fonds publics et pour le bien-être des gens. Donc je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Super, merci Thierry. Thierry Burbeau, je rappelle que tu es directeur commercial et marketing de Telecom Design sur l'axe bien vieillir et santé. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric.